Donc merci à vous tous d'être là. Nous pouvons saluer tous les ambassadeurs présents dans la salle. Nous sommes très heureux de vous voir et les journées du livre russe sont tout à fait honorées de votre présence. Et évidemment, nous avons nos ambassadeurs qui sont donc à cette table, que je présente, mais je pense que vous les connaissez tous. Je commence par M. Claude Blanche-Maison, qui a été ambassadeur à partir de l'an 2000, qui a présenté ses lettres de créance en 2000, juste au début en fait du pouvoir de Poutine, et c'est pourquoi son livre d'ailleurs est consacré dans le titre à Poutine, en dehors de l'aspect commercial de la chose, j'imagine. Ensuite, Jean Grimesti, qui lui aussi était ambassadeur à Moscou. Vous avez présenté les créances à quel moment? En 2009, donc. Début 2009. Enfin, en 2009 pour moi. En 2009. Et puis Eugène Berg, qui lui n'a pas été ambassadeur à Moscou, mais était ambassadeur ailleurs. Sans doute, mais enfin était ambassadeur ailleurs. Et il a beaucoup écrit sur la Russie et il a travaillé dans les régions russes avec Total. Donc comme notre intervention et nos journées sont consacrées plutôt aux régions et à la façon dont on peut coopérer avec les régions, eh bien on va un peu orienter notre angle d'attaque, ça va être plutôt la façon dont la France peut intervenir avec cette immensité russe et la façon dont on peut être présent partout en Russie, et puis retirer aussi des choses de ces régions-là, puisque visiblement maintenant, le gouvernement russe a l'air de vouloir lui aussi donner une certaine priorité aux régions. Alors on va commencer par M. Claude Blanche-Maison, qui va nous dire ce qu'il a fait justement en cette matière de découverte de l'espace russe pour la France, et comment y mettre la France aussi. Oui, merci de me passer la parole. Merci d'être présent aussi, puisque nous avons une concurrence importante avec les plus grandes écrivaines russes de l'autre côté, dans la grande salle, et je constate qu'il y a quand même beaucoup d'entre vous qui étaient intéressés par notre débat. Alors, moi, quand je suis arrivé en fait à Moscou pour prendre mon poste au printemps 2000. Donc je suis l'ancêtre, et c'est pour cette raison pour laquelle j'ai en effet présenté mes lettres de créance à Vladimir Poutine au printemps 2000. Arrivant à Moscou, on me dit la cérémonie des lettres de créance, ça sera un peu plus tard, mais vous pouvez voir qui vous voulez, vous avez toute liberté de manœuvre, et vous pouvez voyager et faire absolument ce que bon vous semble dans l'immensité russe. Alors, immensité russe, en effet, puisque 11 fuseaux horaires, c'est une grande banalité, encore que M. Medvedev avait eu l'idée saugrenue de vouloir les réduire à 9, ce sur quoi Poutine est très rapidement revenu. 11 fuseaux horaires, donc une immensité, avec une structure un peu incertaine, puisque dans le fond, chaque sujet de la fédération avait un peu son mode de vie, et les gouverneurs élus à l'époque avaient pris les habitudes avec leur Douma local pour faire voter des lois qui convenaient localement, qu'elles soient conformes à la loi fédérale ou pas. Par conséquent, ça c'est évidemment ce que Poutine a trouvé après la période Helsinki. Helsinki avait eu le mérite de briser le système communiste, à la fois politique, administratif et économique, mais au prix d'un très grand chaos, d'un très grand désordre. Et effectivement, Poutine, dès le début, a voulu rétablir un certain ordre dans la maison. Alors, l'une des premières mesures qu'il a prises au mois de mai 2000, donc très peu de temps après son élection, arrivé au Kremlin, après l'élection, ça a été de dire ces gouverneurs n'en font plus qu'à leur tête, beaucoup de lois locales ne sont plus conformes à la loi fédérale, il faut les frapper d'alignement. Et il a dit une idée très simple, que d'ailleurs d'autres avaient eu en France avant lui, Bonaparte par exemple. Il a divisé le pays en 7 districts fédéraux et mis à la tête de chacun des districts fédéraux un représentant plénipotentiaire du président. Et ces représentants plénipotentiaires du président, qui ne répondent qu'au président, étaient avant tout chargés de frapper d'alignement les législations locales sur la législation fédérale. C'est-à-dire de rétablir l'unité juridique
de l'espace russe, qui étaient devenus des lois un petit peu de circonstance et souvent différentes d'une région à l'autre. À l'époque, bien entendu, beaucoup de journaux anglo-saxons ont poussé les hauts cris en trouvant que cette réforme était apportée la marque d'un régime autoritaire, centralisateur et autoritaire. Il est vrai que nous, Français, nous n'étions pas particulièrement choqués parce que nous sommes habitués au système préfectoral. Et nous sommes habitués aux préfectures de région, qui n'ont pas exactement la même dimension, elles sont plus petites. Mais après tout, ce système, nous le connaissons. Les préfets ont pour principal rôle de faire en sorte que ce qui est voté par les assemblées régionales et les assemblées départementales ne soit pas contraire à la loi de la République. Je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, cette institution est complètement rentrée dans les mœurs et que Poutine partira un jour, ne serait-ce que pour des raisons biologiques. On ne va pas discuter aujourd'hui de ce qu'il a dit le 15 janvier dernier, mais il y aura un après-Poutine, nécessairement, et je pense que cet après-Poutine gardera cette institution, parce qu'elle est nécessaire techniquement pour gouverner l'immensité de l'espace russe. Alors évidemment, tout dépend de qui on nomme à ces postes de représentant plénipotentiaire du président. Les premiers nommés étaient un mélange d'anciens ministres, voire même d'anciens premiers ministres, puisque Kirienko, qui est aujourd'hui le numéro 2 de l'administration du Kremlin, a été le représentant plénipotentiaire du président à Nijni-Novgorod, et qu'il était tout à fait libéral et tout à fait désireux de faire les choses de façon la plus ouverte possible. Moi, quand je suis allé le voir, parce que naturellement, pour un ambassadeur arrivant, c'était très commode, cette institution, ça structurait l'espace. Donc, j'ai commencé par aller voir, aller rendre visite, faire des visites officielles dans les villes où on venait de nommer des représentants plénipotentiaires du président. À Nijni-Novgorod, Kirienko m'a accueilli à bras ouverts. Évidemment, assez vite, parce qu'il était bien informé, on a parlé de préfecture de région, et assez vite, on a évoqué la possibilité d'échanger des missions de coopération administrative pour que les Russes voient comment on pratiquait dans nos préfectures de région et que les préfectures de région puissent aussi venir faire des séminaires de formation en Russie. Et ceci a été fait à l'époque. Alors évidemment, aujourd'hui, ça paraît un peu surprenant comme degré d'ouverture politique. C'était cependant cela. Alors, ce n'était pas le cas de tous les pôles près, de tous les représentants plénipotentiaires du président, puisque certains d'entre eux étaient émanés des services de force, étaient d'anciens généraux de l'armée, du FSB, et n'avaient pas tout à fait la même approche que M. Kirienko sur notamment leur responsabilité administrative ou leur responsabilité de maintien de l'ordre, parce qu'ils avaient aussi la responsabilité naturellement de l'ordre public. Alors, voilà pour ce qui est d'un premier exemple. Un deuxième exemple de mon rapport avec l'espace russe, c'est que quand je suis arrivé au printemps 2000, il y avait deux instituts culturels français, un à Moscou, caché au fond de la bibliothèque pour les langues étrangères, très difficile d'accès, avec à sa tête une dame sûrement très remarquable, mais qui avait l'esprit un peu obtus, totalement soviétique. Et puis il y avait aussi un autre institut qui avait le nom d'Alliance française à Saint-Pétersbourg et dont le président était le patron du plus grand musée du monde, enfin du musée de Saint-Pétersbourg, le principal musée de Saint-Pétersbourg, du musée d'Ermitage, bien sûr, qui était Petrovski. Et donc, finalement, en voyageant un petit peu pour aller rencontrer les pôles près, mais aussi dans les régions, pour aller rencontrer des gouverneurs, parce que les gouverneurs, on pouvait aussi les voir quand ils venaient à Moscou. L'idée a germé que peut-être l'époque était venue de créer des alliances françaises en Russie. Celle de Saint-Pétersbourg n'en avait que le nom, puisqu'en réalité c'était un service culturel, un centre culturel dédié en alliance française, mais le cas des véritables alliances françaises. Et ce qui était de nature à rassurer les Russes, c'est qu'une alliance française, c'est généralement un directeur français pour diriger les cours de français et faire de l'animation culturelle, mais c'est aussi un comité, et un comité local, avec des personnalités locales, que l'on nomme en accord avec
les locaux, c'est-à-dire avec les Russes. Donc, mais professeur d'université, peut-être génétique français, un homme d'affaires local important, russe, peut-être aussi des gens que le gouverneur estime nécessaire de nommer. Autrement dit, un œil du pouvoir dans le comité pour le rassurer. De toute façon, on n'a absolument rien à cacher. Dans une alliance française, ça n'est pas un centre de subversion politique, c'est un centre culturel pour diffuser notamment la langue française et faire de la diffusion culturelle. Le premier qui a mordu à l'hameçon, c'est le gouverneur de Samarin, qui m'a dit, mais c'est absolument ça que je veux. Il y a eu la possibilité d'ouvrir sa ville sur le monde extérieur. Il y a eu la possibilité aussi de mobiliser des hommes d'affaires russes qui avaient beaucoup de moyens. Évidemment, je lui ai dit, mais bon, moi je n'ai pas de budget, notamment je ne peux pas louer une maison, je ne peux pas louer des locaux. Alors il réfléchit, et puis finalement, comme ce jour-là, nous commencions à préparer la visite d'État de Chirac pour l'année suivante, lui dit, mais finalement, Samarin, c'est une ville intéressante parce que c'est l'ancienne Pigouitchev, et depuis qu'elle est ouverte et qu'elle ne s'occupe plus uniquement d'armement et de fusées, elle se développe bien, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises, et dans le fond, je pourrais peut-être proposer que le président Chirac, dans sa visite d'État l'année prochaine, fasse étape à Samarin. Vraiment, le gouverneur me dit, oui, etc., je ferai tout ce que vous voulez. Il dit, ben voilà, vous me donnez 250 mètres carrés pour ouvrir l'Alliance française. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, donnant, effectivement, en Russie, c'est souvent comme ça. C'est comme ça qu'on a créé la première Alliance française, en dehors des centres culturels de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Et puis ensuite, on l'a continué. Pour ma part, j'ai eu le temps d'en ouvrir 6. Ensuite, j'ai laissé mes successeurs poursuivre. Et aujourd'hui, il y en a 11 ou 12, ce qui est une présence française dans les provinces russes, y compris jusqu'à l'extrémité de l'Extrême-Orient. Et cette présence française, elle permet à des artistes français de circuler pour aller discuter avec les étudiants, parfois faire des expositions, et c'est donc une présence réelle. Ça donne aussi un point d'appui à l'ambassadeur et à ses collaborateurs lorsqu'ils circulent dans le pays, puisqu'il y a effectivement un comité de notables locaux qui, au moins formellement, est à la tête de l'Alliance française. Alors peut-être comme première intervention, je vais me limiter à cela. Merci. Pour laisser mes camarades parler. Moi, j'ai parlé de la première étape, c'est-à-dire celle de 2000-2003. Alors, je pense qu'on va pouvoir passer la parole justement à Jean Vignasti, qui lui va nous raconter la façon dont les autres alliances françaises ont pu être créées, mais surtout la façon dont lui voit justement notre coopération avec les régions russes. Si je peux me permettre juste pour compléter un peu sur les super-préfets justement dont a parlé Blanche Maison, ils ont été aussi très importants à ce moment-là, parce que c'était quand même, on sortait des années 90, où effectivement les régions, comme vous l'avez dit, avec des comportements de droite-là, il y avait aussi un aspect économique, c'est que les entreprises étaient arrivées à faire des échanges par troc entre elles. Et il a fallu remettre aussi tout un ordre d'échanges économiques entre les différentes régions russes. Et ça a été fait, et ça a eu, à mon avis, une importance assez considérable, y compris évidemment pour les possibilités d'échange avec nous, avec l'étranger. À vous, Jean Vignasti. Merci. C'est intéressant c'est de voir qu'en fait, il a fallu d'abord qu'on déploie d'énormes efforts pour la Russie de l'Europe. Et que dans un deuxième temps, on a commencé à ouvrir des centres culturels. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a malheureusement une espèce de grille de fonctionnement de la diplomatie française en ce qui concerne la Russie. Et cette grille de fonctionnement, elle sépare de facto, j'allais dire, la Sibérie et la Russie d'Europe. Et c'est très intéressant parce qu'on retrouve ça dans l'ensemble de l'activité diplomatique française. Il y a en France, dans l'opinion, une partie des analystes
considèrent, en général plutôt hostiles à la Russie, qui considèrent que, en fait, la Russie d'Europe est une prolongation de l'Asie, en quelque sorte. Et donc, le caractère asiatique de la Russie d'Europe est souligné. Alors, c'est l'école de Custine, c'est l'école qu'on rencontre assez souvent. Et donc, pour cela, la Russie, dans l'ensemble, est relativement ignorée d'une création étrangère, quelque chose d'étranger à l'Europe, etc. Il y a une deuxième école qui est, disons, celle du général de Gaulle, pour qui, en fait, d'ailleurs, la Sibérie est une prolongation de la Russie d'Europe, et pour qui le seul l'intérêt principal, c'est la Russie d'Europe. Et c'est intéressant de voir que De Gaulle parlait de la Russie de l'Atlantique à l'Oural, et que très souvent on se fait reprendre par les diplomates russes en disant non, la Russie, c'est de l'Atlantique à Vladivostok, de l'Atlantique au Pacifique. Et ce qui est intéressant, c'est dans ces deux approches, l'une qui est plutôt hostile à la Russie et l'autre qui est plutôt favorable, dans les deux cas, l'espace russe, c'est-à-dire essentiellement la Sibérie, un peu l'espace arctique, est totalement, ou en grande partie, sous-estimé, voire ignoré. Et malheureusement, cette grille d'analyse s'applique assez bien à la diplomatie française. Alors il faut dire qu'on n'a pas eu de très très bons souvenirs de l'espace russe. Je ne parle pas évidemment de Napoléon, ça se passait essentiellement en Europe, mais quand on regarde en fait les deux interventions politico-diplomatiques et militaires de la France en zone sibérienne ou en zone arctique, il y a eu Mourmansk, Arkhangelsk plus exactement, en 1919, dont la France est partie la queue basse, après d'ailleurs avoir essayé de régler des mutineries sans fin des troupes françaises qui n'avaient pas envie de se battre en 1919 contre les bolcheviks. Et la deuxième expérience n'est pas non plus très glorieuse, c'est celle d'Irkoutsk. Et on a même accusé, comme vous le savez, à tort d'ailleurs, le général Janin, qui commandait les forces expéditionnaires françaises pour lutter contre les bolcheviks à Irkoutsk, on l'a accusé d'avoir livré Koltchak aux troupes bolcheviques. Ce qui est faux d'ailleurs, c'est pas lui, il est à 150 km de là, ce sont les Tchèques qui ont fait ça, la Légion tchèque. Donc, souvenir plutôt mitigé. Et donc, quand on regarde, quand on déroule la diplomatie française dans la Russie, ben, il est clair que pour la France, globalement, la Russie, c'est un aigle à une seule tête. C'est pas un aigle à deux têtes. La question, la Sibérie n'est pas traitée avec, j'allais dire, tout l'intérêt qu'elle mérite. Alors c'est peut-être plus difficile. Moi je suis frappé, on a ouvert effectivement un centre culturel à Vladivostok, à Khabarovsk, mais je suis frappé quand même, par exemple, par le fait que les entreprises françaises sont assez peu présentes dans ces zones, et très souvent, elles sont présentes via leur représentation au Japon, voire en Chine, voire en Corée du Sud. Elles ne sont pas présentes par leur représentation en Russie, ce qui est assez, enfin en Russie d'Europe, je veux dire, à Moscou. Donc c'est assez symbolique. Quand on regarde effectivement le déploiement de la diplomatie française, eh bien, en dehors effectivement des centres culturels, en dehors de coopérations scientifiques qui sont très intéressantes avec des villes comme Tomsk, universitaire, avec Novosibirsk, bien sûr. Donc tout ça, c'est un passé d'ailleurs qui date de la période soviétique. Mais sur le plan économique, la présence française est plus réduite. Quand on regarde la présence française en Russie d'Europe, elle est considérable. Nous avons, les entreprises françaises ont un tiers du marché de l'automobile, à peu près, personne ne le sait, mais c'est comme ça, depuis le rachat d'Avtovaz, bien sûr. La France est la première banque privée, on a dépassé Raiffeisen avec Rosbank, on est présent au Auchan partout, c'est devenu une firme russe, aucun citoyen russe s'imagine que l'Auchan c'est une boîte française. Donc nous sommes partout en Europe. Mais du côté de la Sibérie, c'est plus difficile. Et donc, et je ne vais pas m'étendre longtemps, quand vous regardez la diplomatie française, l'enjeu principal de la diplomatie française actuellement avec la Russie, c'est de régler le problème ukrainien. Tout ce qui est
en Asie centrale, nous sommes, malheureusement, nous n'avons que des ambassades à ce qu'on appelle la présence diplomatique, c'est-à-dire des ambassades assez faibles. Il y a quelques entreprises françaises comme vous qui ont prospecté là-bas. Maintenant, il y a effectivement Total et Eugène pour en parler, qui est allé dans le cercle arctique. Et donc, en fait, nous sommes. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que la diplomatie française reprenne, en quelque sorte, une appréhension globale de la Russie dans sa dimension européenne et dans sa dimension, c'est-à-dire sibérienne ou asiatique. Merci. Bravo, merci. Merci Jean. Je voudrais orienter un peu simplement, donc Eugène Berg, donc, comme il l'a dit, a travaillé notamment avec Total, a travaillé sur Mourmansk. Alors justement, comme Jean Messi l'a introduit, il y a l'espace arctique qu'on a tendance à oublier, mais qui aujourd'hui revêt une importance particulière dans la géopolitique, notamment par les transports que ça va permettre, évidemment. Et comme Eugène, son ouvrage sur la géopolitique et sur les problématiques aujourd'hui de la géopolitique, eh bien, je pense que si tu nous parlais d'abord de cet aspect de la Russie arctique, eh bien, ça serait pas mal. Merci. Bon, merci. Alors effectivement, je vais parler quelques minutes de l'Arctique. J'avais préparé autre chose, mais enfin, l'Arctique. Alors, l'Arctique, c'est à peu près, disons, 20% des territoires russes, 30% des exportations. Le gaz, le pétrole, il y a 15 champs. C'est prix-ressources. Donc, l'Arctique, c'est vraiment la ressource de la Russie. Et le grand savant, le Léonard de Cyrus Lomonosov, a dit une phrase remarquable: le futur de la Russie, c'est dans les grands espaces arctiques. Quelle prémonition! Bon, la voie maritime du Nord commence à se dégeler, et donc il y a un potentiel énorme. Dans ma vision géopolitique, la Russie, pendant des siècles, voulait accéder aux mers chaudes, et maintenant, avec le déblocage de l'Arctique, elle a un accès au grand océan, elle n'a plus à passer par le détroit de Sound, plus par les détroits turcs et Vladivostok, elle n'est plus enclavée. Churchill, le grand ami de la Russie, le grand ennemi, a dit que la Russie c'est un géant aux narines bouchées. Eh bien, grâce à l'Arctique, ces narines se sont débouchées et j'y ai modestement contribué, je vous dirais comment. Donc, c'est très intéressant, l'Arctique c'est là, c'est le futur. La Russie est le seul pays qui a les brises-glaces atomiques, 2,2 milliards. Un sous-marin nucléaire avec l'équipement, vous voyez, donc c'est après un porte-avions, c'est le bâtiment le plus cher au monde. 8. Les Chinois toujours en ont 2, les Américains 0, les Européens voulaient en avoir, Wegener, et puis comme les Européens n'arrivent jamais à se mettre d'accord, on n'a pas de glace atomique, et puis les Chinois en ont 3. Voilà ce que c'est rapidement l'Arctique. Donc, ressources, molybdène, or, tout arctique, gaz, pétrole et bien d'autres choses. Et avec le réchauffement climatique, Poutine a dit, bon, moi qui est un admirateur de Poutine, je n'irai pas jusque-là, il a dit, vous savez, s'il y a 3 degrés de plus, c'est pas mauvais. Et vous verrez que le blé, toutes les cultures vont monter. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un grand expert américain qui a écrit là-dessus. Bon, vous savez, quand il fait 50 degrés à l'ombre dans le sud, et là, on aura une migration, ça prendra un siècle, 2 siècles. Patience, nos arrière-petits-enfants verront ça. Donc voilà sur l'Arctique. Par contre, la France dans l'Arctique, à part... bon, il y a effectivement des bateaux de recherche, il y a des bateaux qui vont, il y a évidemment le grand Jean Mallory qui a découvert dans la Sibérie, on parlait de Sibérie, une cimetière de mammouths. Et lui, d'ailleurs, il a dit qu'il se ferait un jour incinéré là-bas. Il est considéré comme soviétique. C'est le Français qui est alors respecté comme un chaman, enfin très grand. Alors évidemment, il y a Total. Moi, j'étais engagé pendant 5 ans pour un des plus grands projets gaziers du monde, Stockman, mais qui était à 600 km des côtes, des réserves pour les gens qui ont les thématiques de 4,8 téramètres cubes, c'est-à-dire 10 puissance 12 de mètres cubes, ça n'a jamais vu le jour à cause des Américains qui ont fait. Par contre, Total ouvre, alors là, à Yamal, elle a ouvert en 2017, un gisement qui est Yamal, qui est du gaz, qui est remarquable, mais c'est seulement à terre, alors que c'était offshore. Et maintenant, il y a un deuxième projet,
Et Total est une très grande compagnie, donc la 5e compagnie pétrolière mondiale, maintenant plutôt gazière. Maintenant, vous voyez, on ne devrait plus appeler pétrolière. Le gaz est plus important que le pétrole, il est plus propre. Une fois 1,5 moins de CH4, de CO2 et toutes les nitrates de gaz à effet de serre, et en même temps le prix a baissé. Alors je vous dis, toute la bataille qu'il y a, entre parenthèses, le pétrole russe est moins cher que le gaz américain. Enfin voilà pourquoi ils veulent casser Nord Stream 2, mais c'est pas de monsieur aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a concentré le gaz. Rien que si vous prenez un atlas, la presqu'île de Yamal, j'ai calculé, c'est 8% des réserves de gaz du monde, ce qui est énorme, hein. Je ne vais pas vous donner les chiffres. Et donc, il y a un brise-glace, j'en avais, dans la petite tête, je l'avais imaginé en 2008, on avait parlé des ingénieurs, on a créé, enfin les gens, on a créé un méthanier. Un méthanier, c'est un grand bateau, comme ça, rond. C'est le gaz, il prend 600 fois plus de place que là. Donc il faut le liquéfier à moins 163 degrés, c'est bon pour la santé, donc on le met, on le liquéfie, un liquide, et ensuite il faut le regazéifier. Eh bien le Marjorie, parce que malheureusement Christophe de Marjorie, homme exceptionnel, qui aimait la Russie, très apprécié, est mort dans un accident d'avion bête là, en octobre 14. Alors certains disent attentat, théorie du complot, peu importe. Et donc on a construit un méthanier, le type brise-glace, qu'on a appelé Christophe de Marjorie. Poutine, qui appréciait beaucoup, enfin qui appréciait l'homme, et un homme très riche, vous voyez, il a assisté à l'inauguration de Christophe de Marjorie. Et pour vous dire, j'ai même étonné du prix, ça ne coûte que 380 millions d'euros. Donc par rapport, le Mistral qu'on n'a pas vendu à la Russie, c'est 1,2 milliard. Vous voyez, 4 à 5 milliards pour un porte-avions. Alors j'en viens quand même au thème un peu des jumelages et tout. Alors, 3 choses que je veux mettre en avant. J'ai voulu jumeler Mourmansk et la Bretagne, Brest. Et j'ai rencontré Rocard, on a sympathisé, il est venu là-bas 2 fois, il s'occupait des pôles. Lui, il venait sur place, pas comme Ségolène Royal, qui a perdu son poste à côté de ça, parce qu'elle venait jamais sur place, peu importe, j'ai rien contre elle. Rocard venait, malgré son âge, et il est venu 2 fois à Mourmansk. Et je devais voir Jean-Yves Le Drian avant qu'il soit ministre. Et pour la petite histoire, quel dommage! On aurait jumelé la Bretagne avec Mourmansk. Eh bien, on se serait peut-être mieux entendu sur l'Ukraine, sur la Syrie. Bon, ça c'est mon point de vue, peut-être iconoclaste, mais enfin, c'est intéressant, vous voyez, on parle. Et pourquoi il fallait le jumeler? Parce que justement, je voulais prendre l'outil de Mourmansk pour qu'on ait des pôles d'excellence pour les océans, pour l'Arctique, pour toutes ces pêcheries arctiques, pour donner à la France la possibilité de faire des recherches scientifiques, échanges humains. Alors on y est arrivé, enfin malheureusement il n'y a pas de jumelage, on traîne des pieds du côté français. Je connaissais tout le monde là-bas, ils étaient enthousiastes, mais bon, on a fait, Breton a dit oh c'est loin, tout ça. J'ai comme fait l'île de Sedov, le plus grand voilier du monde, 5 voiles, vous voyez, et avec les biens. Jean ne dévissera pas, Total, c'était quand même la tirelire de la République. Hein. On faisait le programme culturel de l'ambassade de France, dont les budgets, chaque année, se rétrécissent. Hein. Donc on avait des moyens importants, parce que les prix du gaz et du pétrole étaient hauts, et finalement, on envoyait des stagiaires dans les universités en Bretagne, on a envoyé quand même... Donc le jumelage n'a pas marché. Bon, l'action culturelle, j'en parle très vite. On a finalement l'Institut culturel de Saint-Pétersbourg nous donnait des idées et c'est Total qui finançait. On faisait venir des Olivier Rollin, des acteurs, du cinéma, on faisait un festival, bon j'en passe parce que c'est classique, mais c'est quand même intéressant. Alors là, le deuxième point, vous voyez, souvent la France voyait un petit peu de haut en disant vous devez apprendre de nous, eh bien non, il y avait une bibliothèque à Mourmansk pour les enfants, Dziecka Nauczna Bibliothèque, Zamichatine. Et les enfants, on a invité, ils faisaient des livres à 7-8 ans, mais moi, aucun d'entre nous n'aurait été capable de faire ça. Donc je les ai envoyés à Brest, il y a eu comme ça même 2 mariages à la suite, pas les enfants mais les parents bien sûr, remarquable, donc on a contribué à l'amitié franco-russe, mais surtout, Brest a dit, mais c'est très bien cette idée, on va créer également une bibliothèque pour enfants, donc vous voyez. Et je suis sûr que maintenant, je suis en relation, il y a d'autres idées qui sont créées. Il y a un petit musée d'industrie, bon, ça a été fait. Alors, troisième chose, action totale spécifique, là aussi, les moyens,
j'ai voulu aussi, mais je suis un peu ambitieux, et je le dis un peu dans les rêves, là, mais ça se réalisera un jour. On voulait créer comment dire, université du pétrole et du gaz à Montmartre. En relation avec l'IFP, j'ai une nouvelle. J'ai fait venir des gens du pétrole, du gaz, ils étaient enthousiasmés, vous comprenez, ils créaient, et puis ça n'a pas marché à cause de ça. Mais on a envoyé des professeurs, Total, on avait une division de l'Académie des sciences, on a fait des séminaires sur des choses très intéressantes, comme les foramifères, la sismique en 4 dimensions. Pour moi, qui suis un littéraire comme eux, j'ai appris des tas de choses sur la résistance, enfin sur les glaces, enfin, je peux vous parler ça pendant des heures, croyez-moi, c'est pas un sujet glaçant. Donc je termine sur comme une chose, et comme j'étais le français à Montmartre, tout le monde venait me voir. Évidemment, j'étais poursuivi par des gens jour et nuit. Hein. On m'a proposé des femmes en disant ainsi de suite. Bon, j'ai quand même résisté à cette tentation. J'étais quand même le seul français à Montmartre et des gens venaient voir. Alors, je ne veux pas trahir le secret. Un jour, j'ai rencontré comme ça un ingénieur du CEA. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais, mon cher? Ah, ben, je suis en train de déminer des villes secrètes, parce que là-bas, j'en connais 10. Hein. J'en ai visité 3, pas plus. Hein. Je ne peux pas vous dire lesquels. Et donc, ils ont enlevé des sous-marins qui ont des coques nucléaires, et les Russes, vous voyez, ont fait venir, et donc, il m'a montré les photos interdites, il m'a dit ça, tu peux le montrer, ça va pas, je le garde dans mes mémoires, un jour je les publierai. Donc vous voyez, j'ai fait des tas de choses, et ce que je vous dis, c'est que 10% de mes activités. Merci. Merci, Eugène. Ah bon, est-ce que... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions? Chose, très brièvement, parce que c'est les questions qui sont les plus intéressantes, évidemment, puisque le sujet c'est l'espace, on a quand même essayé, il faut le rappeler, avec Vladimir Poutine, de construire un espace économique commun entre la Russie et l'Union européenne. La Russie très décriée dans les médias français, Europe très décriée partout, le sommet Russie-Union européenne de Saint-Pétersbourg en 2003, Poutine et le président s'est mis d'accord pour créer 4 espaces communs. Un espace commun économique, un espace commun de la connaissance, un espace commun de sécurité intérieure, un espace commun de sécurité extérieure. Saint-Pétersbourg 2003, Poutine lance cette négociation qui a démarré. Elle s'est enlisée pour diverses questions, les torts sont bien partagés de part et d'autre, en 2005. Peut-être là, si on avait réussi un tout petit peu, peut-être uniquement dans le domaine économique d'ailleurs, on n'aurait pas eu l'affaire ukrainienne. Merci. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois ces propositions de la part de Poutine de l'espace commun entre Russie et Union européenne. Brejnev l'a proposé en juin 1977 déjà. Et puis Yeltsin parlait de la maison commune européenne aussi. Donc voilà. Bon, très peu de choses. Ces espaces communs, effectivement, sont morts à la suite de l'événement que nous connaissons. Actuellement, sur la table, il y a une proposition portée par la Russie de dialogue et de reconnaissance mutuelle entre l'Union économique eurasiatique et l'Union européenne. C'est ça, actuellement, ce que nous avons sur la table. Alors, attendez, une petite chose, Dimitri. J'allais commencer. Mesdames, j'espère que vous prenez tous du Chanel numéro 5. Et le créateur de Chanel numéro 5, c'est le père d'Édouard Beau, qui a traduit Anna Karenine dans la Pléiade, vous pouvez vérifier, et l'épouse d'Édouard Beau, je la connais depuis longtemps, Gilberte Beau, qui a travaillé avec Barre, avec Eugénie Goldschmidt, et ainsi de suite. Eh bien, le père d'Édouard Beau était un grand parfumier, et il a dirigé un camp, il était du côté blanc, bien sûr, il a dirigé un camp de prisonniers bolcheviques. Et c'est dans la Wikipédia russe, pas française, donc vous pouvez vérifier. Et donc, il a senti un lac avec quelque chose d'exceptionnel, vraiment une flaveur remarquable, et il a créé Chanel numéro 5. Madame, c'est le Chanel, c'est le parfum le plus connu. Et j'ai été invité dans ce lac, j'ai passé un week-end dans une petite nice bar, et donc j'ai humé le parfum de Chanel numéro 5. Que j'offre tous les jours à mon épouse. Il est où ce lac? Ah, secret. Ah bah non, non. Je te le dirai. Donc merci, écoutez. Canézer. Et c'est vrai, vous pouvez vérifier dans le Wikipédia.
Question. Alors là, on n'a pas de micro, donc il faut parler un petit peu fort, hein, je pense. Allez-y, monsieur. Ah, il y en a. Voilà. Allumez-le, il suffit d'appuyer. Voilà, je voulais vous dire que j'ai eu l'opportunité l'été dernier d'aller faire une expédition en Sibérie centrale avec des géologues russes, dans en fait aussi une zone qui est une réserve, on appelle ça en russe Zapobiennik, qui est en fait une des grandes réserves qu'on a en Russie, une réserve naturelle de la taille de l'Autriche, de la Suisse. Et en fait, ces Zapobiennik, c'est des réserves qui datent de l'époque soviétique. Et voilà, il faut louer la Russie pour ces zones-là de préservation. En fait, cette zone est interdite à l'homme avec ce permis spécial. Ce que je veux dire plus globalement, c'est tous ces enjeux environnementaux, entre autres avec la taïga, qu'il faut rappeler à l'échelle de notre planète, est la plus grande réserve de forêt dont on participe à notre climat. On s'est rendu compte sur place. Donc, quand vous avez lu la page 135, c'est 20% du forêt. 20% des forêts. Voilà, et pour l'avenir, pour le climat, c'est fondamental. Ce que je veux dire, c'est les enjeux géopolitiques majeurs pour l'environnement, pour l'utilisation des ressources, pour nous, notre responsabilité. Nous avons aussi des entreprises en pointe dans le domaine de l'environnement, nous avons des transferts, des échanges à faire avec les Russes. Tout le monde, on doit, comment dire, le management des ressources, le l'utilisation, parce qu'il faut préserver aussi la consommation, l'utilisation de ces espaces naturels. C'est absolument majeur pour les laisser aux générations futures. Vous pouvez juste vous présenter, s'il vous plaît, parce que... Jacques Roussel, ingénieur et géologue dans le domaine de l'énergie. Voilà. Merci. Sur l'écologie, justement, sur la réserve taïga. Oui, Natalia, on vous passe la parole juste après. Natalia, là-bas. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut dire quelque chose? Vous pouvez faire passer. Bon, on vous écoute. Oui, merci beaucoup. Je suis Natalia Rafinha de l'Académie des sciences de Russie. Et c'est une occasion vraiment rare de voir et d'écouter les trois ambassadeurs et de leur poser des questions. Parce que normalement, on ne pose pas de questions aux ambassadeurs. Alors, ma question, c'est sur la spécificité russe. Pour un diplomate, est-ce que la Russie représente un pays spécial avec ses caractéristiques? Est-ce que c'est un travail plus dur que dans d'autres pays? Vous qui connaissez d'autres pays, vous pouvez faire cette comparaison. Merci. Qui commence? Chaque pays est spécifique, aucun pays n'est comparable à un autre. Et à chaque fois, le travail est difficile, parce qu'il faut évidemment comprendre comment le pays fonctionne. Et pour ce qui est des diplomates français, ils ont l'obligation, au bout de 4 mois, de proposer un plan d'action. Par conséquent, de proposer quelque chose qui permette de rapprocher les deux pays, quelque chose qui fonctionne, de significatif. Est-ce que la Russie est le pays le plus difficile? Dans le fond, elle aimerait bien le croire. Je n'en suis pas sûr. Personnellement, j'ai eu l'occasion de servir au Vietnam. C'était encore beaucoup plus difficile. Oui. En fait, Natalia répond en fonction de ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il y a une spécificité de la Russie en dehors de la culture et d'autres pays ont d'ancienne culture, en dehors des liens historiques, etc. Il y a une spécificité particulière, je pourrais caractériser par le fait que la Russie, par son espace et par le fait qu'elle est au croisement de 2 voire 3 continents, Asie, Amérique, il y a Bering, Europe, avec un contact au Moyen-Orient, est un pays qui, indépendamment des performances de son économie, indépendamment de sa force militaire, etc., est un pays qui peut être par essence considéré comme stratégique. C'est-à-dire que, à part peut-être l'Empire ottoman, qui est au carrefour donc la Turquie,
C'est la mode, on commence à parler des empires, mais qui est au carrefour donc, de l'Europe et de l'Asie. La Russie est au carrefour de 3 continents et ça représente toujours 17 millions de kilomètres carrés. Et donc en soi, ça donne, en dehors même du siège au Conseil de sécurité, en dehors des performances militaires, etc., la Russie est intrinsèquement un enjeu stratégique et un acteur stratégique sur la scène du monde. C'est dans ce sens peut-être qu'il y a une spécificité russe pour un diplomate. Oui, alors j'ai toujours des choses intéressantes à dire. Je blague. Là, il y a 33 sous-régions géopolitiques, je ne veux pas faire un cours. La Russie, c'est le Canal+, elle a 9 zones géopolitiques, c'est-à-dire des zones qui sont un problème. Donc pour un diplomate comme mes éminents collègues, que je n'étais pas, bien entendu, pour eux c'était fantastique, parce ils faisaient toute la politique mondiale. Quand vous êtes en Italie, vous faites que la Méditerranée et puis l'Europe, vous avez 2 problèmes, tandis qu'en Russie, vous avez tout. Donc voilà, ça c'est la spécificité. Par contre, pour moi, évidemment, c'était le pays plus facile, puisque j'ai été élevé dans un milieu russe, même si je n'avais pas parlé bien russe au début, et bien pour moi, on parlait russe à la maison, et puis en français, on parlait à l'extérieur. Donc j'ai dû apprendre le français un peu plus tard, quoi. Et donc, quand je suis arrivé en Russie, eh bien, tout le monde parlait russe, donc je me dis, ils font tous partie de ma famille. Et c'était pas facile, parce que dans la famille, vous avez des gens qui vous aiment, qui vous aiment pas. Donc vous voyez, pour moi, c'était pas facile. Et on salue l'arrivée de Madame la maire, Florence Berthoud, grâce à laquelle nous sommes tous ici. Donc encore une fois, merci à vous. C'est chaque année de plus en plus. Hier, on était 2600. D'après votre conseillère, je ne sais pas, je ne lui ai pas encore demandé. Elle nous dit que on a battu, vous avez battu tous les records. Merci Madame la maire, en tout cas. Merci à vous. Sur cette question de la particularité, je voudrais demander à un de vos collègues, qui est Éric Fournier, qui est l'ancien directeur russe, l'avis sur cette question, justement, la Russie, la particularité pour le diplomate français. Parce qu'Éric a aussi travaillé à l'ambassade de France à Moscou avant d'occuper son poste au Quai d'Orsay. Éric, là, le micro est là à toi. Bah, évidemment, comme j'étais l'adjoint de Claude Blanche-Maison, je suis forcément de son côté. C'est-à-dire qu'en fait, je ne pense pas qu'il y ait une spécificité russe qui rendrait les Russes originaux, exotiques. Je pense que ce sont des gens tout à fait normaux, tout à fait banals. C'est pas mal, c'est pas vraiment qui parle. C'est normal, c'est quelque chose de tout à fait comparable à nos existences. Et je refuse de considérer que la Russie est une terre exotique parmi d'autres. Et plutôt, il me semble essentiel de comprendre cette normalité russe, c'est-à-dire d'arrêter de fantasmer sur un pays qui serait complètement fou, ravagé par le romantisme, l'alcool ou je ne sais pas. C'est un pays normal avec lequel il faut avoir des relations normales. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît, à vous. Voilà, au fond de la salle, il y a... vous voulez bien le micro? Au fond de la salle, à droite. Ah, différentes opinions, oui. Bonjour, je m'appelle Rémi Clovet. Je voulais savoir, moi, dans mon esprit, la Russie actuelle a une propension plus forte à coopérer avec la Chine qu'avec l'Europe, l'Occident. Dans ma conception, un peu profane, mais j'ai été souvent dans ce pays et je l'ai observé, je pense que la Russie est en soi un continent qui a sa propre existence, qui fait des accords avec ses voisins, qui veut des relations normales, pacifiques, qui veut coopérer économiquement, mais je ne crois pas à des accords structurels pérennes. Et moi, le slogan de la maison commune, j'y crois pas beaucoup. Alors j'aimerais votre avis. Comme on l'a dit tout à l'heure, le slogan de la maison commune, il s'agit de l'Europe. Et c'est un enjeu vital, quelle que soit la façon dont on l'appelle. Mitterrand avait parlé de confédération, Gorbatchev de maison commune, notre président actuel parle de nouvelle architecture de sécurité en Europe. Il y a un enjeu de guerre et de paix en Europe, et je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion sur la maison commune. Sur le reste, je pense que vous avez raison.
en ce sens que la Russie est une entité spécifique en elle-même. Elle ne peut pas penser que la Russie pourrait rentrer dans l'Union européenne, ou même à l'OTAN, parce que les Russes, à un moment, au moment des grandes années 90, il y a des politologues russes qui avaient dit pourquoi pas rentrer dans l'OTAN. Ça n'a pas grand sens, parce que la Russie est trop grande, et comme je l'ai dit, elle est au carrefour, c'est une entité stratégique spécifique, et là vous avez raison. Et sur la Chine, vous avez raison aussi, la Russie, comme tout État, fait son marché de coopération, là où elle peut, elle le fait, là où c'est intéressant, elle le fait, là où on lui dit non, elle ne le fait pas parce qu'elle n'a pas le choix, et donc il y a une question d'équilibre, et d'ailleurs cette question d'équilibre doit être gérée par l'Europe elle-même, parce qu'effectivement, si la Russie part vers la Chine, ce que le président français a dit d'ailleurs, c'est parce qu'on lui claque un peu la porte chez nous aussi, ou parce qu'on n'arrive pas à régler le problème ukrainien. Mais la Russie est une entité stratégique en elle-même, et elle fait un peu son marché, comme font toutes les diplomaties de tous les pays du monde. Alors moi, je vais ajouter une chose. Vous savez, Germaine de Staël, pour moi, c'est une des femmes les plus intelligentes. Elle a dit une chose, mesdames, les Russes n'atteignent jamais leurs objectifs. Ils les dépassent. Et oui, regardez, puisqu'on est là entre nous, je crois qu'il faut casser, je vais passer 2 jours et demi avec Prilepine, Zahar, on me l'a demandé, c'est pas mon but de faire ça, et j'ai entendu des points de vue très négatifs sur lui, de beaucoup de gens, que je ne vais pas citer par gentillesse, par respect pour eux, bien entendu. Mais je crois qu'ils n'ont pas compris l'homme et la Russie. C'est là, il faut le dire. Bien sûr qu'il a fait la guerre. Nous, on ne le fait pas, on fait ça. On délègue ce point de vue à les professionnels. C'est une partie de la Russie, c'est pas toute la Russie, il faut comprendre. Il y a une recherche de l'héroïsme, il y a peut-être un retard historique que je ressens, qui est comblé, mais il y a un débat. C'est dommage qu'on n'a pas mené, parce qu'on est là, fleur à boucher. Voilà, ça prouve. Donc quand on dit que c'est un pays normal, dans ce sens-là, il n'est pas normal. Nous, on a abdiqué l'héroïsme, on n'a pas de patriotisme, on ne défend plus notre nation, on a délégué ça à des professionnels, bon, et on ne mobilise plus. Et ça, je l'ai senti en Russie. Et j'espère que ça va venir. Je fais aucune propagande. En ce sens-là, de dire qu'on est les mêmes et tout, excusez-moi, c'est une discussion de salon, on l'a depuis longtemps, ça n'enrichit pas le débat, il faut aller au-delà. J'ai pas le courage, j'ai peut-être l'intrépidité ou l'insolence de le faire, mais j'espère que certains l'auront compris. Merci. Alors maintenant, je peux de la Chine. Juste pour dire que, parce que monsieur a abordé sa question en citant évidemment la Chine, la Chine joue évidemment de sa puissance économique, qui a un pouvoir d'attraction considérable, la deuxième économie du monde, donc bien sûr ça a un effet. Tous les pays de la région ont comme principal partenaire économique la Chine, et si on ne prend pas l'agrégation Union européenne et par État membre, la Chine sera le premier partenaire économique de la Russie, déjà. Ce n'est pas le cas si on agrège les États membres dans l'Union européenne. Mais la Chine, de son côté, bien sûr, répond aux avances de Moscou. Elle achète du gaz parce qu'elle en a besoin, mais à ses conditions, pas aux conditions russes, bien sûr. C'est le client qui a toujours raison. Avec les routes de la soie, elle endette tous les pays de la région, y compris les pays d'Asie centrale, et y compris la Chine, si on lui permet de faire des infrastructures. Et la Chine, surtout, dit bien qu'elle ne s'allie avec personne. La Chine, c'est l'empire du milieu, c'est le centre du monde. Elle peut faire des coopérations, y compris militaires, avec tel ou tel pays, avec la Russie aussi. D'ailleurs, la Russie nous vend beaucoup d'armements depuis toujours, puisque nous avons un embargo, tous les pays occidentaux, mais un embargo sur la vente d'armement à la Chine. Mais la Chine ne peut pas s'allier avec qui que ce soit. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire d'anachronisme. Aujourd'hui, le monde a complètement changé. On est dans un monde multipolaire. La Chine est un pôle très très important, dominant sur le plan économique, et malheureusement, la Russie, sur le plan économique, est très très loin derrière. Et peut-être que, comme les Chinois raisonnent à long terme, ils attendent que justement ces mouvements fonctionnent à leur profit, notamment en ce qui concerne le développement de la Sibérie. Et le vrai choix stratégique que la Russie aura à faire, elle a à faire, c'est de savoir si elle a intérêt à faire affaire avec l'Europe, à condition que l'Europe le veuille bien, ou avec la Chine.
simplement, si vous me permettez, sur la Chine, c'est quand même pas n'importe quel partenaire pour la Russie. Il y a une vieille histoire commune. Il y a 2 ou 3 idées qu'on a souvent justement hérité de l'idée du péril jaune notamment, qui existent très fort en Russie. Il faut bien souligner ça. C'est-à-dire que très souvent on entend notamment en Russie qu'il y a énormément de Chinois qui s'installent même jusqu'à Ekaterinbourg, dans l'Oural, et évidemment dans toute la Sibérie. En fait, c'est moins vrai qu'on ne le croit. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on voit, il y a beaucoup de Chinois qui s'installent, ce sont des gens dynamiques. C'est souvent au niveau des endroits les plus éloignés vers le fleuve Amour, ce sont souvent des gens qui ne viennent que provisoirement du côté russe et qui retournent en Chine ensuite. Les modes culturels sont vraiment pas forcément les mêmes. Je dirais traditionnellement, contrairement aux craintes justement de péril jaune, etc., la Chine n'est pas un pays envahisseur. À la limite, c'est la Russie qui a envahi plus de territoires qui étaient considérés comme chinois que la Chine n'a envahi de terrain à qui que ce soit d'autre. Donc, cette tradition de non-attaque à la limite est quand même un élément assez important pour juger de la Chine sans les appréhensions que nous avons. Alors maintenant, c'est évident que si on continue à claquer la porte aux Russes, ils se tourneront de plus en plus vers la Chine, d'autant plus que tout à l'heure on a parlé de la route du Nord par l'Arctique, il y a aussi la route de la soie. Et la route de la soie, elle existe déjà. Allez dans le sud du Kazakhstan, ou au Kyrgyzstan, enfin le sud du Kazakhstan c'est mieux, vous allez voir la route qui passe par tout le sud du Kazakhstan, ce sont des camions chinois permanents qui vont vers l'Europe. Ce qui veut dire que nous passons par des voies de communication terrestres qui sont une rupture, je dirais, avec la voie de communication maritime et les voies de communication maritimes qui étaient la garantie de l'hégémonie anglo-saxonne, l'Empire britannique puis américain. Et là, il va y avoir un enjeu qui va être très important parce que cette route de la soie, évidemment qu'elle passe aussi avec la Russie et l'Asie centrale. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est des éléments dont on ne tient pas toujours compte, nous, ici en Europe occidentale, mais qui me paraissent quand même des éléments très importants qu'on aurait tort de négliger, quoi, dans notre approche et dans ce qu'on peut prévoir des relations qu'il peut y avoir entre la Russie et la Chine et par rapport à nous ensuite. Donc la maison commune, elle n'est quand même pas si... c'est pas une idée si nette que ça. L'espace commun européen et russe, européen occidental, c'est pas forcément une idée si absurde. Et quand on parle de zone de sécurité, zone économique commune, etc., c'est peut-être aussi une façon de garantir un avenir à l'Europe au niveau international, pour qu'on continue à peser. Parce qu'on risque fort de devenir de plus en plus petit face aux monstres asiatiques. Ouais, enfin bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, je suis d'accord avec ça. Je voudrais citer une anecdote. Lors de mes tournées en Sibérie, j'ai vu le consul général de Chine à Khabarovsk. Et je me dis alors, il y avait déjà des articles dans la presse russe sur entre guillemets, une colonisation chinoise, le couple mixte, l'achat de terre, etc. Et le consul général de Chine, un homme tout à fait cultivé et intelligent, m'a dit, détrompez-vous, les gens ils viennent, ils coupent du bois, ils repartent, ils viennent pour la saison, etc. Entre nous, dit-il, c'était quasiment dit comme je vous le dis, il n'y a rien à gratter en Sibérie pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la Russie de l'Europe, parce que c'est là qu'il y a de l'argent. Non, c'est très très vrai. Bon, écoutez, on va vous donner la salle. S'il y a encore une question, encore bon pour une question. Sinon, alors, messieurs les ambassadeurs vont aller dédicacer leurs ouvrages à côté du rayon de la librairie du Globe, donc vers l'entrée, à droite, là, tout près. Donc, si vous voulez poursuivre cette conversation et prendre connaissance de leurs ouvrages et les acheter, eh bien, ça sera là. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à vous.